Injusticia, votre magazine qui vulgarise les principes essentiels de base du droit. Injusticia est désormais chez vous. Prenez rendez-vous avec Adams Malaika chaque mercredi à 19 h sur DRTV International. Injusticia. Heureux de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre votre émission juridique Injusticia. Nous parlerons aujourd'hui sur le Sénat et ses membres avec comme invité le sénateur Jean-Pierre Manou-Koukouba. Avec lui, nous allons bien partager ces thèmes. Alors, messieurs les sénateurs, bienvenue sur Injusticia. Bonjour, oui. Nous parlerons aujourd'hui sur le Sénat et ses membres. Ma préoccupation est celle de savoir qu'est-ce qu'un Sénat et quel est son rôle. Un Sénat, c'est, si vous voulez, c'est une chambre du Parlement, puisque le Parlement, quand on parle de Parlement dans notre pays, c'est deux chambres. Vous avez le Sénat, vous avez l'Assemblée nationale. Le Sénat, c'est, on peut dire, la chambre haute, et l'Assemblée nationale, c'est la chambre basse. Les deux chambres forment ce qu'on appelle dans notre pays, dans le cadre de la Constitution, qui régit aujourd'hui notre pays, le Parlement. Voilà. Et comment est composé le Sénat? Bien, le Sénat, c'est une chambre qui est aujourd'hui est composée de 72 parlementaires, 72 sénateurs, qui viennent des 12 départements du Congo, répartis en 6 sénateurs par département. Donc tous les départements ont le même nombre de sénateurs. Et comme nous sommes 12 départements au Congo, donc nous avons 72 sénateurs. Avec un bureau du Sénat et avec des commissions parlementaires qui sont chargées justement de traiter les affaires qui sont présentées par le gouvernement ou par les parlementaires, puisque nous savons que l'origine des lois peut provenir du gouvernement. À ce moment-là, il s'agit des projets de loi, ou alors elle peut aussi provenir des parlementaires. À ce moment-là, on parle des propositions de loi. Voilà, vous venez de nous parler tout à l'heure concernant la chambre haute et la chambre basse. J'aimerais un peu savoir la différence entre les deux chambres. Oui. Alors, les deux chambres travaillent en même temps. C'est-à-dire que les affaires du gouvernement, pour la plupart, sont envoyées aux deux chambres. Les mêmes affaires dans une session parlementaire. Il y a un certain nombre d'affaires que le gouvernement, donc de projets de loi, principalement, que le gouvernement veut voir traiter, il les envoie en même temps au Sénat et à l'Assemblée nationale. Les deux chambres travaillent. Si elles sont saisies en premier lieu, elles présentent en plénière l'affaire en premier lieu. C'est-à-dire qu'il y a des projets de loi qui arrivent en premier lieu à l'Assemblée nationale, pour la plupart, notamment la loi de finances, notamment la loi de règlement, les lois relatives aux questions de finances, mais les autres lois peuvent être dirigées en premier lieu, soit à l'Assemblée, soit au Sénat. Donc chaque chambre traite ses affaires. Et l'une chambre, par exemple, le Sénat, attend que l'Assemblée nationale présente l'affaire, d'abord pour qu'ensuite le Sénat puisse la présenter également en plénière. Ou alors, c'est l'inverse. Souvent aussi, il arrive que le Sénat présente l'affaire en plénière bien avant que
l'Assemblée nationale ne le fasse. Mais il n'y a qu'une lecture dans notre pays, parce que souvent j'entends beaucoup de... Et c'est une déformation, hein, on parle de première lecture, de deuxième lecture, non. Au Congo, il n'y a qu'une seule lecture. La loi ne fait pas la navette. S'il y a des contradictions entre la loi qui est votée à l'Assemblée et la loi qui est votée au Sénat, la même loi, alors à ce moment-là se constitue ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, qui est représentée par un ensemble de députés et un ensemble de sénateurs. Ensemble, à ce moment-là, ils examinent les différences éventuelles qu'ils auront trouvées dans le traitement de ces deux affaires. Voilà. Quelle est la durée de leur mandat? Alors, les sénateurs sont élus pour 6 ans. Et le mandat est renouvelable à tout moment. Je veux dire que lorsque les 6 ans sont passés, là, ils peuvent se représenter devant leurs électeurs. Et ils peuvent être élus ou pas, bien entendu. Les députés, eux, ils sont élus pour 5 ans. Le mandat de député, un mandat de 5 ans, c'est la même chose. Ils peuvent également se présenter devant les électeurs autant de fois qu'ils le veulent ou autant de fois qu'ils sentent la confiance. Mais pourquoi cette différence de durée de mandat entre le sénateur et les députés? Bien, mais parce que d'abord, ils ne sont pas élus par le même collège électoral. Les députés sont élus au suffrage universel direct. C'est-à-dire que les électeurs, qui sont donc des circonscriptions électorales, qui sont dans des districts éventuellement, tels que c'est composé, sont élus directement par les citoyens. Les citoyens élisent directement, que ce soit au premier ou au deuxième tour, donc par un scrutin d'arrondissement, ils élisent leurs députés. Par contre, les sénateurs, eux, sont élus par les grands électeurs, c'est-à-dire les conseillers départementaux ou municipaux, essentiellement dans ce qu'on appelle les collectivités locales. C'est-à-dire que dans les conseils, lorsque le collège qui élit les sénateurs, c'est le collège qui regroupe tous les conseillers départementaux et municipaux. Hein, ce qu'on appelle les grands électeurs. Voilà la différence. Est-ce que leurs mandats sont-ils renouvelables? Oui, absolument. Combien de fois? Absolument, autant de fois qu'il le faut. C'est les électeurs qui la durée des mandats est limitée, c'est-à-dire à 5 ans pour les députés et à 6 ans pour les sénateurs. Mais ce mandat est renouvelable. Aujourd'hui, dans l'état actuel de notre loi électorale, ils peuvent se représenter à tout moment sans difficulté. La condition, bien sûr, qu'ils remplissent les conditions. Oui, quelles sont les conditions d'éligibilité? Mais elles sont dictées par la loi 01-2016, du 23 janvier 2016, pourtant loi électorale. C'est cette loi qui codifie toutes les conditions d'être éligible à une élection, qu'elle soit sénatoriale ou des députés. Injusticia. Voilà, Injustice en continu, toujours sur notre thème du jour, les Sénats et ses membres, avec comme invité le sénateur Jean-Pierre Manoukou Kouba. Avec lui, nous continuons toujours sur ces thèmes. Alors, messieurs les sénateurs, je reviens à vous. Alors, j'aimerais savoir comment sont rémunérés les sénateurs. Oui, mais nous avons un budget. Le Sénat a un budget qui est voté par les sénateurs, qui, dans le cadre de la loi de finances. Et dans ce budget, il y a des indemnités, qui sont des indemnités de représentation, qui sont allouées aux sénateurs, avec bien sûr des missions, notamment le suivi de l'action du gouvernement. Il y a un certain nombre de rubriques, mais ils n'ont pas de salaire. Hein. Ils n'ont pas de salaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de rémunération qui donne droit à des prestations sociales. C'est ça la différence, parce que ça pourrait avoir des conséquences à ce moment-là, au niveau de la retraite ou pas. Donc, à ce niveau-là, ce ne sont que des indemnités de représentation.
Voilà. Quand parle-t-on d'un parlement bicaméral? Et quand il y a deux chambres, quand il y a deux chambres, à ce moment-là, on parle d'un parlement de deux chambres. C'est bi, ça veut dire deux, et caméral, eh bien, ça vient de bicaméralisme, donc, qui est, dans certains pays, c'est une seule chambre. Mais à ce moment-là, elle est monocamérale. Hein. Mais quand il y a deux chambres, on parle à ce moment-là d'un parlement bicaméral. Voilà. Sur ce, pouvez-vous savoir le rôle exact du président du Parlement ou du président du Sénat? Bien. La différence, c'est que le président du Parlement, c'est le président de l'Assemblée. Alors que le président du Sénat est le président du Sénat. La différence entre les deux, c'est que le président du Parlement, c'est lorsque le Parlement se réunit en congrès, lorsque ces deux chambres sont réunies ensemble, ça devient le congrès. Mais sinon, ces deux chambres délibèrent tout à fait différemment. Le président du Sénat, c'est le deuxième personnage de l'État. C'est-à-dire, après le président de la République, c'est le président du Sénat. Ensuite, le président de l'Assemblée, et après, c'est le Premier ministre, dans l'ordre protocolaire. Bien. Il n'est pas le troisième personnage? Pas du tout, c'est le deuxième. Après le président de la République, c'est le président du Sénat. Okay. C'est le président du Sénat. Bien. Donc, ensuite vient le président de l'Assemblée, et après, c'est le Premier ministre, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Ce n'est pas le Sénat en tant que tel, mais son président. C'est un petit personné. Hein. La personnalité du président du Sénat à rang et du deuxième personnage de l'État. S'agissant de sa mission de contrôler également le gouvernement, comment cela se réalise-t-il? Mais par, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle le règlement intérieur, qui codifie le type de comportement et les dispositions qui sont prévues dans ce qu'on appelle le contrôle de l'action gouvernementale. Le Sénat, tout comme l'Assemblée nationale, vote les lois. C'est son rôle constitutionnel. En même temps, il contrôle l'action du gouvernement à travers un certain nombre de mécanismes qui sont les questions orales avec débat, l'interpellation, les questions écrites, les questions d'actualité. Le contrôle parlementaire s'effectue également par des missions d'information et aussi par des missions d'enquête parlementaire. Au niveau de l'Assemblée, il y a une autre disposition qu'on appelle la censure. Seule l'Assemblée nationale a le droit, la possibilité éventuellement de censurer le gouvernement, c'est-à-dire de faire tomber le gouvernement. Ça, c'est une prérogative de l'Assemblée. Les sénateurs n'ont pas cette disposition dans la Constitution. Mais le Sénat exerce sa mission exactement, qui est la même pratiquement que celle de l'Assemblée nationale. Voilà. Sur ce, quelles sont les études faites pour être sénateur? Je ne sais pas s'il y a des études particulières, mais enfin, il faut un cadre. Un cadre, d'abord, de par le fait que c'est souvent l'émanation des partis politiques. Ce sont dans les partis politiques, souvent, qui ont ce rôle, qui est reconnu par la Constitution, puisque les partis politiques concourent à l'expression du suffrage universel. Donc leur mission, c'est de former, de détecter et de présenter des personnalités qui puissent, en leur nom, concourir, se présenter devant les électeurs et recueillir leur suffrage. En règle générale, il vaut mieux prendre des personnalités qui sont formées et qui ont un certain rayonnement dans une circonscription pour avoir la chance d'être élus. Donc nécessairement... Qui ont quand même leur diplôme de bac? Oui. Ou bien le diplôme de Master 2? En réalité, il faut être formé. Il n'y a pas un diplôme particulier pour être... on peut être un bon travailleur, un bon ouvrier et être présenté par sa formation politique dans une circonscription. Si, dans la circonscription, eh bien, cet ouvrier ou ce travailleur ou ce paysan a un rayonnement tel que les électeurs peuvent se reconnaître en lui. Mais c'est vrai que les questions qui sont traitées
notamment en ce qui concerne l'analyse des projets de loi. Le travail en commission demande une certaine technicité, donc une certaine expertise qu'il faut nécessairement détenir pour pouvoir engager des débats en face des ministres, en face des collaborateurs. Donc ça demande un certain background, comme on dit, susceptible de vous aider à comprendre ce que c'est que le processus d'élaboration d'une loi. C'est pas aussi simple que ça, mais c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Tout le monde qui est au Sénat, ou tout le monde n'a pas de doctorat, non, c'est pas le critère, enfin, c'est pas le critère essentiel. Le critère essentiel, c'est d'être élu. Il faut être élu. Donc, si vous élisez quelqu'un qui n'a pas les compétences, mais ça se sent tout de suite. Et que la prochaine fois, vous ne pourrez plus les lire à ce moment-là. Mais on peut être compétent, on peut comprendre les mécanismes de la formation ou de la fabrication d'une loi sans avoir tous ces diplômes. Ça existe aussi. Justicia. Nous sommes toujours en train de parler sur le Sénat et ses membres avec le sénateur Jean-Pierre Manoko Kouba. C'est le sénateur, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'un privilège de juridiction. Alors, un privilège de juridiction, c'est une disposition qui permet à tout prévenu de choisir en quelque sorte le lieu de son jugement. C'est-à-dire que lorsque vous êtes condamné, lorsque vous n'êtes pas condamné, lorsque vous êtes prévenu, c'est-à-dire que vous êtes susceptible, selon les faits qui vous sont reprochés, d'être présenté devant un tribunal. En fonction de la qualité que vous avez, vous pouvez récuser ce tribunal et choisir un autre tribunal. Ce privilège-là est accordé à un certain nombre mais il est prévu dans les textes. Hein. C'est pas du favoritisme, non. Il y a par exemple, je prends un exemple, un magistrat de Brazzaville peut être susceptible de poursuites judiciaires. Il pourrait invoquer ce privilège en disant, moi je ne préfère pas être jugé par le tribunal de Brazzaville, mais par le tribunal de Pointe-Noire. Vous voyez? Parce que à Brazzaville, bon, ce sont des collègues, ou ce sont... Enfin, il y a un certain nombre de dispositions qui font que certaines personnalités peuvent invoquer le privilège de juridiction pour choisir le lieu ou l'endroit d'un jugement qui peut se faire. Ça peut être à son encontre, c'est-à-dire à son désavantage, comme ça peut être également à son avantage. Mais ça ne préjuge pas du jugement qu'il y aura. Il a ce privilège-là de choisir le lieu de la juridiction. Voilà, on peut dire que le sénateur a ce privilège. Quelle différence existe-t-il entre le privilège de juridiction et les immunités de poursuite? L'immunité de poursuite, c'est autre chose. L'immunité de poursuite, c'est l'autorisation qu'il faut avoir pour poursuivre quelqu'un. Un parlementaire ne peut pas être poursuivi pendant la durée de son mandat dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Sauf en cas de flagrance ou en cas de crime grave avéré. Mais sinon, même après son mandat, il ne peut pas être poursuivi sur des faits qui ont été commis pendant la durée de son mandat. C'est ce qu'on appelle l'immunité parlementaire. Et cette immunité se lève par la Chambre qui doit délibérer sur une question. Monsieur le procureur de la République saisit à ce moment-là la Chambre pour dire nous avons un certain nombre de faits concordants, graves, qui nous amènent à interpeller un prévenu qui est un sénateur. Est-ce que la Chambre autorise que ce prévenu soit appréhendé, soit interrogé, soit arrêté? À ce moment-là, c'est la Chambre qui délibère. Mais si c'est dans le cadre de ses fonctions, il ne peut pas l'être. Ça, c'est vraiment bénéficier de l'immunité parlementaire. Donc vous êtes bien protégé? Oui, dans l'exercice de nos fonctions, oui. Bien entendu, mais nous ne sommes pas les seuls. Il y a beaucoup de professions qui sont dans ce cas-là. C'est une immunité qui est accordée parce qu'un parlementaire, un sénateur doit être libre dans ses propos. Et quand il les tient, il représente la nation.
il est en mission de la nation et il s'exprime. Donc, et dans le cas de cet exercice-là, il ne peut pas être poursuivi. Donc on peut dire que ce sont les seules garanties que le sénateur peut avoir? Ben, c'est déjà pas mal. Comme garantie, c'est déjà pas mal. Il y en a d'autres qui sont prévues. Comme quoi, par exemple? Bon, les garanties, c'est plutôt des obligations. Hein, on ne peut pas appeler ça des garanties, ce sont des obligations qui amènent à des incompatibilités. Bon, il a le droit de faire ceci, il n'a pas le droit de faire cela, il n'a pas le droit de cumuler un certain nombre de fonctions, par exemple. Il ne peut pas être parlementaire et en même temps ministre, en même temps directeur général ou président de la République. Il ne peut pas être et parlementaire et magistrat. Donc tout ça, c'est codifié dans la loi électorale. Beaucoup d'interdictions sont prévues par la loi, d'autres sont constitutionnelles, mais sinon, il peut par exemple pas faire partie d'une chambre, d'un bureau exécutif, d'un conseil consultatif, que ce soit le conseil consultatif de la jeunesse, des sages ou du dialogue. S'il est parlementaire, c'est interdit. Voilà. Quelles sont d'autres responsabilités diverses du sénateur au sein ou en dehors du Sénat? Ben, d'abord, ce sont des responsabilités dues à sa mission de représentation. Il représente des électeurs, donc une partie de la population. Il doit avoir un comportement digne. Il doit à tout moment être exemplaire. Ce serait malvenu de voir un sénateur, encore moins un député, se comporter d'une manière fantasque dans la société. Donc il faut absolument avoir une certaine ligne de conduite et puis le respect des obligations qui sont dues à la fonction. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est le b.a.-ba de ce que tout parlementaire doit savoir faire. Parce que sinon, il est rappelé à l'ordre par le règlement intérieur, qui est un... Vous avez aussi un règlement intérieur? Qui est une loi organique, voilà. C'est-à-dire qui a valeur de loi organique et qui est validée par la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire que ce sont des prescriptions, très très contraignantes pour le parlementaire. Il doit s'en tenir à ces prescriptions s'il veut bénéficier justement de ces privilèges de juridiction, de ces immunités dont on a parlé tout à l'heure. Donc il y a en contrepartie, il y a des devoirs qu'il faut respecter. Et ils sont codifiés dans le règlement intérieur. Voilà. Comment s'organise leur sécurité sociale et leur retraite? D'abord la sécurité civile, si on peut s'exprimer ainsi. Ils ont droit à 2 gardes du corps. C'est prévu par le règlement intérieur. En ce qui concerne la sécurité sociale, je peux vous dire qu'en Afrique, il y a très peu de parlements qui l'organisent. Lorsqu'on n'est plus sénateur, lorsqu'on n'est plus député, en règle générale, on est livré à soi-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais je peux vous le dire, ce n'est pas un secret qu'au niveau du Sénat, nous sommes en train de réfléchir. Je parle des parlementaires, je ne parle pas des travailleurs qui eux, sont bien sûr couverts par le système de protection sociale qui existe. Mais par contre, les élus ne sont pas protégés pour le moment. Bon, ce n'est pas comme en France où 50 mandats correspondent à des cotisations, correspondent évidemment à des points de retraite. Donc le système social, aujourd'hui, au niveau du Congo, pour les parlementaires, qu'ils soient députés ou sénateurs, n'existe pas. Mais il est en train d'être travaillé, préparé. Je sais que le président du Sénat a une grande conscience morale et il pense qu'il faut aller dans ce sens-là, parce que c'est quand même des années au service de la nation. Eh bien, quand on a travaillé pour la nation, il faut que la nation, ou même la Chambre elle-même, s'organise pour protéger les ex-sénateurs ou les ex-députés d'hier dans leur carrière, soit par une retraite complémentaire, soit par un système qui serait mis en place. Mais nous sommes en train de nous diriger vers là. Justicia. Monsieur le sénateur, je vous remercie d'avoir participé à Injusticia. C'est moi.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Nous avons eu à parler sur le Sénat et ses membres avec comme invité Monsieur le sénateur Jean-Pierre Manoukoukouba, qui est président de la commission affaires juridiques et administratives du Sénat. Je remercie l'équipe qui a assuré cette émission et moi, la vôtre, Adams Malaika. Je vous retrouve prochainement pour un autre numéro. Ciao. Injusticia, votre magazine qui vulgarise les principes essentiels de base du droit. Injusticia est désormais chez vous. Prenez rendez-vous avec Adams Malaika chaque mercredi à 19h sur DRTV International.